Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, on l'a appris hier, les 27 États membres de l'Union européenne accordent officiellement à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer dès demain dans cette Union européenne, qui sera à ce moment-là 29. Ça va prendre quelques mois, voire quelques années, mais le processus, comme disait le général, est entamé. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi effectivement cela amène? On en parle avec Alexandre Delval tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La sublime et l'érotique férule de Ursula von der Leyen. Vous imaginez être sous le règne d'Ursula von der Leyen? Ça change tout, oui. On est européen. Alors on sera peut-être 29, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment où tout est en train de basculer à l'est comme à l'ouest de la planète? On en parle. Avec Alexandre Delval, effectivement, géopolitologue, écrivain, il a écrit une vingtaine de livres. On en parle tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, excusez-moi, j'étais en train de me dire qu'il y avait une autre virgule. Alexandre Delval, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, l'Ukraine est admise donc à faire candidature, officiellement. Alors, ça veut dire qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'émotion. Aujourd'hui, personne n'ose dire non à monsieur Zelensky, à part d'ailleurs, et je ne suis pas du tout un partisan de son mouvement, mais à part un certain Mélenchon qui disait, à juste titre, il y a un mois, il ne faut pas non plus que monsieur Zelensky nous dise ce que nous devons faire, avec qui nous devons négocier, avoir des relations économiques, etc. Et je pense qu'il avait eu raison. Mais aujourd'hui, l'émotion fait que Zelensky est en direct avec un parlement d'un pays européen, il dit faites ci, personne n'ose dire non, tout le monde se lève en et direct applaudit. avec le Sénat américain, en direct avec le monde entier. Et tout le monde à chaque fois fait la standing ovation, etc. Alors ça n'a rien de mal d'un point de vue moral, un peu une morale, bien sûr, c'est un pays agressé, il faut le défendre, etc. Mais de qui là, est l'agresseur, qui est l'agressé. Mais de là à violer toutes les règles et les processus européens, ça c'est un autre sujet. J'en parlais avec un très haut fonctionnaire du Conseil européen. Il me disait, en effet, nous sommes en train d'être tentés de rompre avec notre normativité qui d'habitude est très rigide, et on est en train de s'acheminer vers une sorte de procédure accélérée. Je pense que ça se fera pas. Mais aujourd'hui, les hauts fonctionnaires européens et von der Leyen voudraient faire une procédure accélérée pour que ce pays entre, même si en fait il ne respecte pas toutes les normes européennes. Alors, en quoi il viole les lois? Parce que vous avez dit, il est en train de violer toutes les lois. Premièrement, comme l'a dit la Commission européenne elle-même, le statut des minorités. Les minorités hongroises, et ne parlons pas des Russes, sont maltraitées, et quoi que l'on pense des Russes, il faut distinguer les russophones et les Russes de Russie, enfin le gouvernement. Bien entendu, l'état de droit en général, la corruption, Transparency International et la Commission européenne ont dit que c'était un des pays les plus corrompus. Et les Pandora Papers avec Zelensky. Absolument, un des pays les plus corrompus au monde, a commencé d'ailleurs effectivement par son président. Alors certes, il ne faut pas taper sur l'ambulance. C'est un pays agressé, on le comprend. Mais tout de même avec un président corrompu. Et avec des oligarques qui l'ont mis au pouvoir, des oligarques qui financent un certain nombre de partis politiques depuis le début. Toute l'opposition russe qui a été complètement muselée récemment et son chef emprisonné. Et donc, bien sûr, il y a aussi toutes les règles d'économie de marché qui sont violées par l'oligarchie. Et les partis de politique d'opposition, je crois. Absolument, oui, ce que je venais de dire. L'ancien parti des régions, son chef Medvedchuk a été emprisonné, il pourrait être tué à chaque instant, et donc il y a quand même un certain nombre de problèmes majeurs, et qui sont d'ailleurs dans les critères de Copenhague. Pour rentrer dans l'Union européenne, normalement, il ne faut pas uniquement être candidat, on est candidat, la candidature est éventuellement acceptée, ce qui ne engage à rien, et le pays doit se conformer aux critères de Copenhague, qu'on vient de dire à l'instant, des critères de droit généraux, respect des normes, respect de la démocratie, économie de
marché, et minorités, etc. Il y a aussi la capacité de l'Union européenne à intégrer un pays qui normalement est soulevé. Or, avant cette guerre, il était normal de dire dans les milieux européens qu'on n'avait pas la capacité d'intégrer l'Ukraine. Tout à coup, on l'a, parce que l'émotion fait qu'on n'ose même plus dire ce que l'on disait il y a à peu près 4 mois. Oui. Et après les critères de Copenhague, après de nombreuses années, on entame les négociations en vue de l'adhésion. Et ça prend combien de temps, normalement ? La Turquie, ça fait depuis 1999 qu'elle a été acceptée comme candidat, 2005, ouverture des négociations avec la Turquie, et nous sommes en 2022, et on en est au point mort depuis 2019, sur 35 chapitres de la coquille communautaire, on en a ouvert à peine 8, et on en a refermé un. Enfin, donc ça veut dire que ça peut durer... Ça peut durer très longtemps, ça peut même être suspendu, on peut même suspendre le processus d'ouverture des négociations qui font qu'on ouvre et on referme les 35 chapitres, c'est-à-dire les normes qu'on appelle 35 chapitres, toutes les normes depuis les années 50 européennes, eh bien on peut très bien suspendre, parce que si le pays n'est pas coopératif et qu'il ne se conforme pas aux droits et aux normes européennes, à un moment, eh bien on peut suspendre ce qui est pas au nez de la Turquie. Donc en fait, on est en train de nous dire bientôt l'Ukraine dans l'Union européenne. Oui, parce que ça se passe comme ça. Les vrais connaisseurs savent que ça ne se passe pas comme ça, sauf ce que disait ce haut fonctionnaire du Conseil européen, sauf si on commence à violer nos propres règles. Mais ce serait un effet boîte de Pandore incontrôlable, parce que la Géorgie est jalouse. Tant mieux pour l'Ukraine et la Moldavie, mais la Géorgie est très jalouse. Le Kosovo n'a pas encore émis sa candidature officielle, mais il le voudrait. Et il y a plein de pays qui ne sont pas admis comme candidats, qui vont dire, mais nous, est-ce qu'on est vraiment pire ? Et pourquoi pas nous ? Est-ce qu'on est pire que l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, où il y avait autant d'oligarques proportionnellement qu'en Russie ? Est-ce qu'on est pire que l'Ukraine ? Est-ce qu'on est plus en guerre que l'Ukraine ? On ne peut pas faire mieux ou pire que l'Ukraine en ce moment. Normalement aussi, on n'intègre pas un pays lorsqu'il est en guerre. Chypre a été intégrée, toute l'île de Chypre, alors qu'on avait justement fait tout un processus pour essayer vous savez, ce fameux référendum, pour essayer de faire en sorte que les Grecs et les Turcs de Chypre s'entendent. Oui. Le référendum avait été rejeté, mais on avait intégré les Chypres parce qu'ils n'étaient pas en état de guerre. Il y avait un statut quo. Et là, en revanche, évidemment, il y a la guerre. Alors, Alexandre Delval, dans votre plus récent livre, que vous avez reçu pour ça, et je le recommande aux éditeurs de Sud Radio, La mondialisation dangereuse, vous dites que plus on va vers l'Est, plus on va vers la guerre. Ah ben bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est un pays en guerre, c'est-à-dire expliquer. Eh bien, déjà, la grande dérive mondialiste, universaliste, extensionniste de l'Union européenne, c'est 1999. C'est également le sommet de l'OTAN, 1999, et le déclenchement de la guerre au Kosovo, où là, l'OTAN et l'Union européenne sont parties prenantes d'une guerre qui viole le droit international, qui est refusée. Cette guerre est totalement refusée. Ils sont partis en guerre, l'OTAN a bombardé sans l'aval de l'ONU. On a bombardé sans l'aval de l'ONU. Les plus grandes armées du monde ont bombardé un pays, la Serbie et une fédération, l'ex-Yougoslavie. La véritable raison, c'est parce que ça permettait aux Russes d'avoir un accès aux mers chaudes. Et l'OTAN, d'ailleurs, a fait une base. Les Américains ont fait une base de Blonde Steel juste après, 2 jours après la fin des hostilités. On commençait déjà la construction de cette base. Donc on voit bien que l'Union européenne et l'OTAN sont dans une dérive extensionniste, atlantiste et même néo-impérialiste qui est en partie, ça n'enlève pas les responsabilités des Russes, mais en partie est à l'origine de la réaction russe. Si vous voulez, c'est un choc entre 2 empires. Un empire cognitif de valeurs qui se dit bien pensant, et donc forcément son extension est forcément bonne, l'Occident. Mais du point de vue de l'autre, comme dit Max Weber, en sociologie compréhensive, il ne faut pas uniquement dans la morale, il faut être dans le non-jugement, voir comment l'autre le perçoit. Pour les Chinois, pour les Russes, pour les Kazakhs, quand l'Occident progresse, même au nom de belles idées vers l'Est, c'est empiéter sur leur jardin. C'est comme si dans votre jardin, quelqu'un arrive et s'installe. Si vous êtes un peu irascible, vous n'allez pas le prendre de manière très gentille. Et ça peut même terminer en violence. Ça ne justifie pas la violence qui en suit, mais ça peut la provoquer. Et comme dit Max Weber aussi, l'éthique de responsabilité, c'est important. L'éthique de conviction, c'est faire les choses par principe. C'est ça l'Europe en ce moment. L'éthique de responsabilité, c'est quelles sont les conséquences de mes actes, et notamment de mon extension. Or, la porte ouverte de l'OTAN depuis 1999 à plein de pays, et bientôt la Finlande,
Finlande, etc. Et la porte ouverte de l'Union européenne à tout le monde, c'est forcément vers la guerre, puisque nous allons vers des pays qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas pacifiés, ils ne sont pas bisounours-istes, ils ne sont pas buonistes, comme on dit en Italie, ils sont très nationalistes, que ce soit les Hongrois, les Roumains. Moi, je suis allé dans tous ces pays, il n'y a pas que la Russie, ils sont tous ultra-nationalistes, ils ont plein de rancunes, et le communisme les a congelés dans une mentalité, j'allais dire, pré-libérale. Ils sont dans une mentalité... Ils ne sont pas dans le même mental minimum illibéral. Ils sont tous comme Orban, sauf qu'on parle que d'Orban parce que lui, il est le moins anti-russe de ces pays qui ont été... D'ailleurs, la plupart ont été acquis, ont été intégrés dans l'Union européenne en 2004, à l'époque où la Grande-Bretagne présidait l'Union européenne, parce que la Bretagne avait un intérêt à diluer l'Europe. C'est paradoxal, la Grande-Bretagne est partie, mais les autres sont là. La Grande-Bretagne est intelligente. Avant de partir, elle a foutu le boxon dans l'Union européenne en procédant au plus grand élargissement lorsqu'elle avait l'agenda en 2004. C'est très british. Voilà, cette extension vers l'Est et cet élargissement se fait au détriment de l'approfondissement. C'est le fameux débat. Les vrais constructeurs de l'Europe, comme Giscard, voulaient freiner l'élargissement au profit de l'approfondissement. Il est certain que quand on aura l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine et tous ces pays de l'Est ultra conflictuels, ne parlons pas de l'ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, avec les Croates, les Serbes qui ne peuvent pas s'entendre avec les musulmans. Quand on aura tous ces pays dans l'Union européenne, on aura une poudrière, on aura intégré l'équivalent du Moyen-Orient, mais en Europe. Non, mais déjà, aujourd'hui, on le voit très bien avec les différences, avec la production, les centrales à charbon des uns, les achats de F-25 des autres. On voit déjà que l'Europe ne peut pas dire que ça marche d'un seul pas et ça ne parle pas d'une seule voix. Donc pour vous, ce pas en avant, même si c'est un pas en avant, admission de la candidature de l'Ukraine, c'est quand même générateur de désordre futur. C'est générateur de désordre pour une raison très simple. L'Union européenne n'est pas une magie qui fabrique la paix dès lors qu'on s'ouvre à elle ou qu'elle s'ouvre à d'autres. C'est l'inverse. L'Union européenne intègre de manière assez pacifique des pays lorsqu'ils ont renoncé à la dictature. La Grèce, des colonels, l'Espagne de Franco sont entrés dans l'Union européenne lorsqu'ils avaient renoncé et à la dictature et à la guerre. C'est des pays pacifiés. Donc l'Europe est pacifique parce qu'elle intègre des pays pacifiés qui sont devenus gentils. Tandis que ces pays ne vont pas devenir tout à coup hyper pacifiques parce qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils seront déjà pacifiés qu'ils rentreront dans l'Union européenne de manière pacifique. Donc on intègre des pays en guerre. L'Ukraine, alors là, il n'y a pas de doute. Je le disais déjà pour les pays d'ex-Yougoslavie, mais l'Ukraine, on intègre un pays en guerre dont le voisin a dit que du vivant de M. Poutine, alors nous on rêve de l'éliminer, alors ils peuvent toujours rêver, tant mieux si... Mais il peut y avoir un autre Poutine qui succède à Poutine. On peut rêver de plein de choses, aussi d'éliminer Xi Jinping, mais en tout cas ce sont des politiques velléitaires. Ce que l'on sait, c'est que l'adhésion à l'OTAN de pays du Nord ou de l'Est, l'adhésion à l'Union européenne, c'est la même chose pour les Russes, puisque l'Union européenne a comme structure de défense l'OTAN. Donc, éthique de responsabilité, ok, on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, mais il faut être conséquent. Il faut connaître les conséquences. Ça veut dire encore plus de casus belli avec la Russie. Alors on nous répond, mais on est en train de l'assécher. C'est la théorie de la Rand Corporation. Vous savez, les Américains ont théorisé ça. C'est le blood setting. On les laisse faire couler. On va épuiser la Russie. Aujourd'hui, l'Occident croit que la Russie sera à genoux dans un an, et donc effectivement, on pourra aller dans son jardin. Alexandre Delval, on voit déjà ce qui se passe avec le rouble et on voit ce qui se passe en économie. Le rouble ne s'est jamais aussi bien porté depuis qu'il est indexé sur l'or et sur les énergies. Exactement. En tout cas, Alexandre Delval, vous le racontez, je renvoie à votre livre « La mondialisation dangereuse ». C'est vrai qu'il faut quand même prendre du champ, prendre de la distance et regarder les choses. Et comme vous l'avez dit, Alexandre Delval, très bien éthique de conviction et moralisme moral, très bien indignation, mais éthique de responsabilité, c'est au moins aussi important. J'invite tout le monde à relire Max Weber. Finalement, ça permet même de comprendre la géopolitique. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue et écrivain, co-auteur du livre La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artière. Restez avec nous juste après la pub. André Berkoff parlera du torrent d'insultes que Sylvie Germain a reçu, cette écrivaine dont un extrait de son livre a été utilisé pour le commentaire de texte du bac français. Et il y aura bien évidemment le face-à-face. Ce sera avec Frédéric Rouvillois, essayiste, et on parlera de la proportionnelle.